Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour ce que je vous avais promis, c'est-à-dire une petite prolongation ou un approfondissement plutôt à propos de la calligraphie et on va dire la pratique, parce que c'est surtout en fait dans cette démarche-là de pratiquer, d'être un apprenant que je le conçois et qui nous permet finalement tout simplement d'être dans l'instant présent. Voilà, donc on va direct au but. Puisque quand j'étais artiste et que j'ai appris à la fac en art plastique, il y avait une UV, comme je vous l'avais dit, de calligraphie chinoise avec une chinoise pure souche. Et donc pendant 2 ans, ce qui n'est pas beaucoup évidemment, considérant les études immenses et sans fin que représente celle d'un élève en calligraphie, la réalité c'est que là, au moins, en tout cas, j'étais dans un autre monde, pour le dire vraiment, dans le monde de... Eh bien, je l'ai senti tout de suite, hein, dans quelque chose de beaucoup plus solide, ancré, pour ne pas faire de jeu de mots, et par rapport à cette faculté qui était véritablement un repère bah, je le dis carrément maintenant, hein, de gens pervers, de gens dans la dégénérescence de notre société, hein, tout simplement. Et combien de fois je me suis remise moi-même en cause alors que finalement mes propres inclinations vers la beauté, vers tout simplement regarder la nature et tenter d'en restituer la vie, la bonté, la beauté, n'avait rien de déviant et que c'était bien au contraire le regard inverse eh bien, qui était bon, sans porter de jugement finalement, mais bon, en tout cas, eux ne se gênaient pas pour porter un jugement sur les personnes comme moi et donc nous boucher la voie, nous interdire toute progression dans ce cheminement-là. Et du coup, cet apprentissage avec cette personne euh, venue chez nous, enseigner, était vraiment providentiel pour moi. J'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose d'extrêmement solide et j'ai beaucoup apprécié justement cette humilité qu'il pouvait y avoir face à ce papier et muni simplement de ce bâton avec quelques poils de chèvre et de cette encre. Donc tous ces éléments qui font aussi de la calligraphie quelque chose de très, on va dire, rudimentaire, dans le sens où il y a très peu d'éléments et que avec si peu d'éléments, on arrive à déployer une telle puissance de représentation, une telle puissance de beauté, de gestuelle, et puis aussi bien sûr ce que je peux savoir aujourd'hui, que c'est un véritable travail intérieur qui se fait en même temps que l'on est en alliance avec ce pinceau, avec ces outils très simples. Et je voulais en parler parce que j'ai eu bien sûr cette réflexion qui m'est venue finalement assez tardivement, c'est-à-dire assez récemment, comme quoi bah, de toute façon toutes les peintures, toutes les pratiques artistiques de type observation de la nature, que ce soit avec de l'aquarelle ou n'importe quel autre moyen, dans ce moment où l'on est en concentration dans ce qu'on fait, tout en étant en observation de ce qui est, eh bien, il se crée évidemment tout est là, tout l'art est là, c'est l'alchimie entre notre regard et comment il vient apprivoiser la nature, l'amalgamer, je dirais tout simplement, le digérer à son propre, à sa propre intériorité, comment le recrache-t-il c'est pas très joli, mais bon, c'est un peu ça. Comment le réexprime-t-il après sur bah, la surface, qu'elle soit voilà, sur un papier ou autre chose. Mais voilà, on est quand même déjà là de toute façon dans un processus, dans un ouvrage. Un ouvrage qui est de cette alliance que l'on fait. Là, je reprends encore l'alliance d'arc-en-ciel. Mais c'est ça, ouais, vous voyez, c'est vraiment comment on arrive à
coucher sur le papier quelque chose qui est de nous, tout en ayant pris dans le vivant qui nous entoure. Là, je parle des arts visuels, hein, mais même si on est très très abstrait dans sa façon de travailler, on peut très bien, le résultat peut être très abstrait et on peut s'être quand même inspiré de la nature. Je vous ai partagé pas mal de vitraux de quelqu'un qui fait partie un peu des amis de ma famille, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Henri Guérin. Et petite fille, comme je vous l'avais dit, j'ai visité son atelier. Voilà, c'était super vraiment pour moi, petite fille, de visiter cet atelier et de l'entendre parler de son travail. Et il nous avait bien expliqué que, par exemple, il regardait les branches, vous voyez, les branches des arbres et à travers les croisements. Voilà, qu'est-ce qu'il en était du ciel, de l'air, du vide finalement, de la place du vide à l'intérieur de tous ces croisements. Et ça l'inspirait pour mettre en place les différents croisements de la matière pleine et comment faire vivre le vide, entre guillemets, qui devient le vitrail lui-même, la couleur vitrail, avec cette dalle de verre qu'il avait particulièrement déployée comme technique. Voilà, il a écrit un livre qui s'appelait justement Patience de la main, que j'ai découvert un peu plus tard et qui est magnifique parce que quelque part ça prenait à rebrousse-poil tout ce que j'ai appris dans cette fac, c'est-à-dire un peu ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire tous les excès dans lesquels nous sommes actuellement qui correspondent, on va dire tout simplement, grossièrement on va dire au totalitarisme. Comment tuer la poule aux œufs d'or, comment détruire et piétiner et tuer tout ce qui fait la richesse de notre héritage et surtout l'aspect nourricier de nos connaissances élaborées pas à pas et partagées, que ce soit par écrit ou par oral, toutes ces sagesses, tous ces enseignements. Donc là, on en était vraiment là, dans cette démarche artistique des années, on va dire ça, c'était un peu le mouvement des années 70 qui continuait quand j'y étais, hein, dans les années 90. Et donc, avec cette idée de piétiner tout ce qui avait été, tout ce qui faisait la tradition, aussi la valeur aussi de l'ouvrage, du travail. Et donc, dans ce petit livre, La patience de la main, il y avait cette idée d'humilité quand on n'a pas forcément aussi quelque chose à dire de personnel comme ça, on est un démiurge qui va sortir quelque chose de génial. Non, on se met en toute humilité chaque jour et régulièrement à observer tel ou tel petit caillou, cette petit oiseau, le mouvement, éventuellement si on y arrive, et apprivoiser le vivant dans toute sa diversité, dans toute sa splendeur. Et du coup, dans la calligraphie telle que je la conçois, parce qu'évidemment, je n'ai pas étudié comme une autre femme qui était, paraît-il, je l'ai découvert en lisant son livre, Fabienne Verdier, un livre qui s'appelle Passagère du silence, en plus un magnifique titre. Et donc je n'ai pas été comme elle, c'était son destin. Moi j'avais un autre destin, bon, qui était d'être, après deux années dans cette faculté bien gore, bien space, ben moi je suis allée direct à l'hôpital psychiatrique. Bon voilà, pour ne rien vous cacher. Donc effectivement, ça a complètement fini d'éclore ma névrose et quelque part c'est pas plus mal, hein, il le fallait pour qu'après la résilience et voilà, se mettent en place. Mais toujours est-il que cette Fabienne Verdier, elle, a refusé, d'un instinct de survie, on va dire, a refusé cet enseignement et cette dégénérescence de la pratique artistique et des enseignements artistiques dans ces facultés que j'ai fréquentées. À la même période. Et elle est partie, elle s'est exilée en Chine. Et là, elle a réussi à être prise en charge par un maître. Et donc, elle est revenue avec un bagage extraordinaire. Donc, bon, bien sûr, moi, je n'ai pas ce bagage, mais quand je suis revenue à la vie, on va dire, quelque part, et que j'ai pu enfin me faire confiance et aller vers mon élan naturel, qui était de reprendre un pinceau, d'oser reprendre vie à travers ce pinceau et
et prendre avec de l'aquarelle, puisqu'à l'époque j'avais eu l'occasion de rencontrer la technique de l'aquarelle. Donc j'ai repris un petit peu ce que j'avais réussi à capter des bénéfices et des apprentissages magnifiques de la calligraphie que j'avais étudié pendant les 2 premières années de fac pour le refaire mien et me le réapproprier pour observer la nature à travers l'aquarelle, bon, ben voilà, avec une gestuelle, avec un état d'esprit qui était nourri de tout cet enseignement. Finalement, c'est vraiment, on est vraiment là au cœur du sujet, parce que si tous les arts nous amènent de toute façon à vivre véritablement l'instant présent, puisque nous sommes amenés à nous concentrer et cette concentration empêche finalement le mental d'aller et venir et de faire son petit hamster dans la roue de hamster. Voilà, donc finalement, de toute façon, quel que soit, comme disait Henri Guérin dans sa Patience de la main, quel que soit le moyen technique, les outils que l'on a, dans ce moment de concentration où on s'abîme véritablement dans cet espace-temps nos limites, quoi, qui est à la fois minuscule et en même temps infini, eh bien, nous nous rencontrons nous-mêmes et nous rencontrons nous-mêmes en mouvement dans l'entièreté du vivant. Voilà, donc c'est vraiment un apprentissage magnifique et qui se fait, je dirais, de toute façon. Et du coup, je voulais vous partager ici l'expérience que j'ai eue en tant qu'art thérapeute quand j'étais dans le foyer où je m'occupais des handicapés. Comme vous le savez, donc ce ne sont pas que des handicapés physiques, il y a aussi des gens qui sont psychotiques. Et dans tous les cas, c'est souvent un peu les deux, malheureusement. Malheureusement pour eux. Et donc, il y avait une dame qui s'appelait Francille, une femme qui avait diverses pathologies, mais en particulier un lourd passé qu'elle finissait toujours par égrener, par délivrer au cours de la séance, puisque je la prenais en séance seule. Et de moi-même, je l'ai amenée sur la calligraphie chinoise, avec le petit livre que j'avais, avec aussi des images, parce que pour pas rester que sur des lettres, hein, mais elle a tout accepté, elle était vraiment d'une patience incroyable, alors que c'était quelqu'un qui était d'une extrême volubilité et qui évidemment déversait sa plainte et des choses vraiment, tout d'un coup, tac, ça tombait, des trucs assez sordides, je vous passe les détails, mais qu'elle avait vécu étant enfant, donc une femme d'origine antillaise, et vraiment une femme qui a souffert le martyre, quoi, qui a vécu des choses terribles. Et puis là, eh bien la magie opérait, parce que en fait, dans cet apprentissage de la nouveauté de cette technique, je la voyais, ou plutôt je l'entendais ne plus rien dire, se confronter à la page blanche, se confronter à la magie de l'encre, aussi dans ce petit processus qui fait tout le rituel de se mettre en condition mentale et physique de venir inscrire un premier trait sur le papier. Auparavant, on fait son encre soi-même, voilà, avec le bâton d'encre et avec de l'eau. Donc cela fait partie du moment où on est en train de se préparer à écrire ou à peindre, donc où le pinceau vient rencontrer le papier et où nous-mêmes venons nous apprendre dans ce premier trait, dans cette première touche qui vient se poser là. Et en plus, moi je ne sais pas si vous appréciez, mais moi j'apprécie énormément la manière dont se diffuse l'encre. Tout ça est une affaire d'une minutie extrême, d'une délicatesse extrême. Tout ceci est le tout à travers 3 fois rien, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment magnifique. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans ce moment où la personne n'est plus du tout dans son mental et où elle vient véritablement s'alchimiser avec ce qu'elle fait, il y a bien sûr un aspect de connexion, comme je le disais l'autre jour avec cette vidéo où je reprenais Guillemant
et Mandeville, donc dans l'intelligence vibratoire. Et si j'ai pas été suffisamment claire ce jour-là, je crois qu'ici c'est tout simplement à dire une chose, c'est que à travers les différents arts qui sont les arts plastiques ou la musique, le chant, on est en connexion directe, même sans forcément en prendre conscience ou pouvoir le nommer. Nous sommes en connexion avec la conscience universelle, avec le grand tout, avec l'élan vital. Et je me souviens que justement dans les synthèses, réunions de synthèse qu'on faisait au sujet de chaque résident, où l'on élaborait leur projet de vie. Bon, voilà, donc projet de vie à travers diverses activités dont j'étais la plupart du temps initiatrice. Eh bien, nous avions l'occasion de parler de cet élan vital. La psychologue exprimait toujours cela avec ce terme. Et effectivement, c'est l'élan vital, c'est la vitalité première qui vient habiter tout être vivant. Et quand on est dans ce travail de calligraphie, il y a bien entendu aussi ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai fait le lien avec le Qigong, c'est bien entendu la respiration. Quand on est en train d'écrire en calligraphie ou de peindre, on a une posture physique, intérieure aussi, mais physique aussi. On a une position du corps, c'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Dans les enseignements, on ne laissera pas au hasard ce genre de choses. On va toucher à des façons d'enseigner qui seront celles, par exemple, de comment se positionner sur un piano, comment se positionner pour chanter. On prend en compte le corps. Voilà. Tandis qu'avec d'autres arts plastiques plus occidentaux, le corps, on n'en parle même pas. Là, non. C'est la respiration, c'est comment être en position à la fois d'immobilité, mais une immobilité qui nourrit le mouvement, qui nourrit le tracé. Et bien évidemment, nous sommes aussi très proches de ce qu'on appelait l'art du tir à l'arc, puisque là, on a aussi la connexion avec quelque chose qui est là avant, une manière de se poser qui permet que le trait, quand il arrive sur le papier, le tracé est déjà là. Est déjà là avant même d'être tracé. Vous voyez, c'est vraiment comme quand l'art du tir à l'arc, on sait que au moment où on va viser, où on va tirer plutôt, on va avoir déjà atteint la cible. Voilà, on n'est pas loin non plus, bien sûr, d'une métaphore qui rejoint la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses ont été alchimisées d'une manière extraordinairement alignée, puissante, où il n'y a pas de réflexion là-dessus, c'est tout simplement devenu naturel. C'est comme on dit, la loi de l'abondance, quand on est dans cet élan et que cela nous revient. Et de toi le ciel t'aidera. Bon, là, je vais un peu loin, mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est encore la même sorte de processus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin, c'est forcément thérapeutique, vous voyez ce que je veux dire, autant pour cette personne dont je vous parlais, qui était en grande souffrance toute sa vie, autant pour d'autres personnes qui vont être peut-être à un moment ou à un autre dans l'envie de venir dans cet instant présent, l'habiter pleinement, parce que c'est ça le bonheur, parce que c'est ça aussi qui permet d'aller se rencontrer soi-même et ensuite de s'ouvrir au monde. Et dans le même temps d'ailleurs de s'ouvrir au monde, d'être dans cette plénitude, d'être dans cette béatitude. Voilà. Donc vous voyez à quel point ça va chercher loin. Et c'est pour cela que dans mon projet du Sud, eh ben, je compte effectivement, pour ceux qui se sentent enclins à cela, j'accompagnerai les personnes pour cet apprentissage, d'être dans cet instant présent avec le pinceau à la main et dans un certain silence aussi d'ailleurs. Et puis dans cette
ce temps, pas de temps, qui est un espace de véritable rencontre au grand sens du terme. Alors rencontre, voilà, vous y mettez tout ce que vous imaginez, tout ce que vous convoitez, on va dire, dans cette plénitude. Et je crois que là, on touche vraiment au cœur du sujet, encore une fois. Et par exemple, il y a bien sûr, dans cette histoire de silence dont je vous parle là, bien entendu que dans les estampes et dans les calligraphies, nous avons cette présence du vide, cette présence de la page blanche dans ce qu'elle a de plus immaculé. Et ceci est quelque chose que nous avons appris, nous occidentaux, des orientaux, à savoir à partir de la fin du 19e siècle, cette place du vide qui est essentielle. Et ça en dit très long, bien entendu, sur l'état d'esprit. Et, et puis avec une grande finesse, une grande subtilité de ressenti sur, je dirais, comment il y a quelque chose qui circule grâce à ce vide. Sans le vide présent, il n'y aurait pas ce mouvement. Vous voyez ? Donc on est là au cœur de saisir la vie, mais pas saisir dans le sens de se l'approprier et de la retenir, mais dans le sens de aller dans la danse, dans le mouvement de cette danse-là, comment dire, mimer son mouvement et le faire sien pour qu'il ne nous quitte jamais plus, que nous soyons toujours en harmonie avec, pardon, avec ce mouvement de la vie qui se donne. Voilà, c'est tout à fait ça. J'espère que je vous ai donné envie de goûter à la calligraphie chinoise et à l'aquarelle, à toutes sortes de peintures. Je dirais avec l'eau, c'est quelque chose de magique. Il y a toujours cette diffusion des couleurs justement grâce à l'eau qui est l'émotion, à l'eau qui est le ressenti, qui est la fluidité et la vie. Voilà, et donc je vous dis à très vite et plein de belles choses à vous. Au revoir, à bientôt.